On ne fait pas un débat sur le vote blanc, même si c'est un très bon sujet, mais sur les libertés publiques. Et sur les libertés publiques, il y a quand même des choses qui se sont passées dernièrement. David Larmina a évoqué le bracelet électronique. Il y a quand même des caméras à peu près partout. Il y a l'OPSI 2 qui vient d'être, qui est en examen. Je ne sais pas si c'est adopté, complètement adopté. Donc, Monsieur Manzani, est-ce que tout ça, ça vous semble aussi républicain que votre discours le présentait? Évidemment oui, mais simplement parce que vous ne m'empêcherez pas de dire un mot sur les votes blancs et les votes nuls. Pour dire à Bruno Guelcho, mais il le sait très bien. J'avais pas de doute sur le sujet. Ils sont comptabilisés. Votre réforme aboutirait à distinguer les blancs des nuls. Puisqu'actuellement, vous avez, dans les procès-verbaux que j'ai transmis au ministère de l'Intérieur hier, s'agissant de mon département, vous avez canton par canton le nombre de votes blancs et nuls. Donc on pourrait avoir la distinction. Et juste d'un mot, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est l'objet de longs débats, y compris, vous parlez des révolutionnaires, les débats qui sont très intéressants au moment de la formation de la Révolution. Il y a tout un débat sur cette notion, peut-on être un citoyen contributif à la démocratie et voter blanc? Je simplifie, dans la mesure où il y a cette idée aussi très ancrée dans la pensée républicaine française que le vote blanc, en quelque sorte, peut désengager le citoyen de son engagement politique. Parce que la meilleure façon d'éviter le vote blanc, si vous n'êtes pas satisfait du choix politique, c'est d'être vous-même. Quand je dis vous-même, je ne veux pas personnaliser, mais le citoyen qui n'en est pas satisfait, d'être lui-même candidat, avec les difficultés ensuite de financement, etc. Donc il y a un débat, si vous voulez, par rapport au vote blanc, qui est un débat qui n'est pas simplement on méprise ceux qui votent blanc. C'est un débat très central par rapport à la notion de citoyen actif et de citoyen passif qu'on trouve déjà dans la philosophie grecque, qu'on retrouve dans les débats entre Sieyès, etc., pendant la Révolution française, donc qui est une sorte de continuum. Et votre revendication, qui est très intéressante, et vous le savez, une constante depuis, Thierry Cornillet le rappelait, hein, certains partis politiques la reprennent, etc. Donc c'est une bonne façon, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est une bonne façon d'aborder le débat sur la liberté publique. Alors s'agissant de la question que vous posez... Vous avez oublié ma question. Non, je ne l'ai pas du tout oublié. Si vous voulez, votre question, pardonnez-moi, cher Abi, je la trouve facile, c'est-à-dire qu'elle consiste à opposer, et du coup je vais vous faire une réponse d'un classicisme ébouriffant, pardonnez-moi mesdames et messieurs, mais je suis obligé à cause de la question, qui consiste à opposer sécurité et liberté. Donc ça c'est une vieille opposition, tous les débats parlementaires sur la LOPSI, puis avant sur toutes les lois dites sécuritaires en sont encombrés. Cette idée que si l'on veille à la sécurité de nos concitoyens, on pose une grave atteinte aux libertés. Or, la première liberté, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas aller d'un point A à un point B en sûreté, et c'est pour ça qu'il est constitué, je vous renvoie à la déclaration là aussi de 1789, une force publique, la sûreté, c'est-à-dire la police, pour garantir cette sécurité. Si vous n'avez pas la sûreté d'aller d'un point A à un point B, autrement dit, si vous vous faites casser la figure, dévaliser, violer, je ne sais quoi, entre un point A et un point B, où est votre liberté? La sécurité, c'est l'application aux libertés publiques de la dimension qui sépare un État organisé et républicain d'une jungle. C'est tout. Et dès lors que le niveau d'insécurité augmente, eh bien, le niveau de mise en sécurité doit augmenter. Lorsque des trafiquants de drogue utilisent des sous-marins, n'est-ce pas, pour empoisonner des populations entières, eh bien, il faut utiliser la marine nationale, c'est-à-dire la force armée, pour lutter contre eux. Vous allez me dire, mais alors quelle atteinte, puisqu'on va mobiliser la marine nationale, etc. Donc, il n'y a pas, encore une fois, et vous le savez très bien, que lorsque la République, ses voix sont votées, elles sont contrôlées, elles sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, elles sont donc l'objet de toute une série de verrous de sécurité, sans faire de jeu de mots sur sécurité. Si ces lois ne sont pas adoptées, vous avez une conséquence très très simple. Quand l'insécurité se développe, c'est le fascisme qui frappe à la porte. Tout simplement. Donc veut-on une république organisée, une force publique qui garantit la sécurité de nos concitoyens, ou veut-on les livrer à la jungle de la délinquance, c'est-à-dire à des formes politiques ensuite extrémistes? Donc l'opposition entre sécurité et liberté est une fausse opposition. Oui,
Oui, parce que là, je vais dire, si personne ne réagit, je meurs. On va laisser dire le préfet des choses pareilles sans réagir. Avec un micro qui marche. Pardon, je vais casser le consensus aimable de cette assemblée pour réagir vivement, parce que tout de même, monsieur le préfet, vous disiez tout à l'heure que nous étions dans une république et que nous n'avions pas à rougir. Pardon, moi il m'arrive de rougir fortement à cause des perversions de cette république. Pas seulement quand j'entends les propos xénophobes de celui qui est votre supérieur hiérarchique, pas seulement, aussi quand il en va des libertés publiques. Gravement, pardon, je vais parler de ma profession et ensuite de la justice. Je rougis quand je lis une interview, et je vais vous expliquer pourquoi ça touche aux libertés publiques. Quand je lis une interview scandaleuse d'un journaliste du journal du dimanche, qui s'est fait transporter par l'intermédiaire qui vend des armes, M. Takieddine, qui va poser des questions à un dictateur, aucune bonne question, une interview de complaisance. Il est transporté par un avion de ce monsieur, et ensuite il revient, et on trouve que ce monsieur transporte combien? 1,5 million de dollars ou d'euros, j'ai oublié la somme exacte, en liquide. Pardon, je rougis parce que à quoi je pense? Je pense à ce qui était pour moi l'idéal dont je parlais du journalisme indépendant. Hein, c'est la phrase de Beuve-Méry, fondateur du Monde. Loin de la presse d'industrie, loin du mélange des genres, loin de la connivence. Et on est dans un pays où tous les principes républicains ont été pervertis. Toute la presse indépendante, au fur et à mesure, a été rachetée pour la presse quotidienne nationale par des proches de ce régime. Toute la presse. Loin des principes fondateurs des résistants, de l'appel dont je parlais, du Conseil national de la résistance. Donc moi, il m'arrive d'avoir honte parce que ce sont les principes de la République qui sont pervertis, les principes qui garantissent les libertés publiques, le principe d'avoir une information libre, honnête et indépendante. Et de la même façon, pardon, je rougis quand la République est à ce point pervertie, pardon, quand un conseiller de l'Élysée, dans une affaire judiciaire, apparaît comme intervenant sur le cours de la justice. Je parle de l'affaire Bettencourt. Ceux-ci sont des perversions des principes démocratiques qui mettent en cause les libertés publiques, gravement. Donc, pardon, je comprends que vous, fonctionnaires d'autorité, vous disiez cela, mais ceci est faux. La France est de ce point de vue une république, une démocratie à part. Dans le mélange des genres, entre la presse et les milieux d'affaires, il y a dans les grandes démocraties, pardon, une seule parallèle, c'est l'Italie. Et faisant ce parallèle, je veux dire, on n'est pas dans une situation liée à la mondialisation où il y a des grands groupes, Bertelsmann, Murdoch, on peut aimer ou ne pas aimer ces groupes. Il y a des effets de concentration. Il n'y a pas, vous savez, hein, Napoléon III, parce qu'il y a une tradition française, une tradition d'illibéralisme. Napoléon III disait « Je veux bien me faire baptiser avec l'eau du suffrage universel, mais je ne veux pas passer ma vie les pieds dans l'eau. » C'est une conception illibérale à la française. Entre deux élections, on ne rend pas des comptes. Et dans ce mélange, cette perversion de ce qu'est la démocratie, une démocratie, ça vit, ça respire, pas seulement à travers le vote blanc, Gassio. Je pense que ça n'empêche pas le coup d'État permanent. Cette fameuse phrase de Mitterrand qu'il a prononcée et qui ensuite, malheureusement, il a parfois oublié dans l'exercice de son propre pouvoir. Donc, je le dis, et on peut prendre plein d'exemples dans mon métier, dans le fonctionnement de la presse. Nous n'avons pas de presse indépendante et je pourrais vous expliquer comment, à cause de ce mélange des genres, la normalisation économique a conduit à une normalisation éditoriale. Pire que ça, parfois une instrumentalisation éditoriale. Parce que l'Élysée fait des coups, parce que les milieux d'affaires font des coups. Nous ne sommes pas... Il y a la proximité entre les milieux d'affaires ou les milieux politiques et les milieux de la presse. C'est d'une loi de la vie. Aux États-Unis, ça existe aussi. Mais il faut, dans une bonne démocratie, pour que les libertés fonctionnent publiques, qu'il y ait un pouvoir et qu'il y ait des contre-pouvoirs. En France, il n'y a pas de contre-pouvoir. Je donne un dernier exemple, et j'en termine. Prenons juste un exemple de l'anémie des contre-pouvoirs. Regardez l'autorité de contrôle des marchés financiers en France. Regarde, aux États-Unis, la SEC, elle régule et elle sanctionne. Il y a des PDG qui, parfois, quand ils commettent des délits, qui peuvent aller en prison, qui sont poursuivis. Et il y a des journalistes qui peuvent être aussi poursuivis par la justice. En France, l'autorité des marchés financiers, dans ce système de monarchie républicaine, c'est un obligé du palais. C'était avant, le prédécesseur de l'actuel était par ailleurs président de l'association des petites pièces jaunes de Bernadette, un obligé du palais. Comment voulez-vous qu'il sanctionne ? C'est impossible. Et l'actuel, c'est un ministre, un ancien ministre. Monsieur, ne dit pas 8 minutes là, cette fois. Voilà.
Donc voilà, démocratie animée dans laquelle les libertés publiques sont souvent perverties.